Alors, ça avance? Étienne, je peux pas dire de mal de ce livre. Il a une force, une émotion. Il a un vrai talent, ce Nathan. C'est inspiré, sincère, jamais convenu. Oh, s'il te plaît. Je t'assure, il est toujours à la bonne distance par rapport à son sujet. Tiens, écoute la dernière phrase. Je n'espère plus rien et je commence à vivre. C'est beau, on dirait du Corneille. Oh, bah, il a certainement piqué à Corneille, d'ailleurs. Comment tu veux que j'en dise du mal? Mais on peut toujours dire du mal, c'est juste une forme d'esprit à prendre. C'est-à-dire? Je vais te raconter une histoire. Un jour, 2 critiques sont sur une barque, sur le lac de Tibériade, en Terre Sainte. Et soudain, le Christ apparaît. Et il commence à marcher sur l'eau. Un critique se penche alors vers l'autre et dit « T'as vu, il sait même pas nager. » Tony, Ouais. t'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah non, de Dieu de bordel de merde. Oh, tu m'en dingue. Tu m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, Prost, oh, ton cul. C'est mon génie. Si le livre est émouvant, tu dis qu'il est complaisant. S'il a un style classique, il est académique. S'il est drôle, il est superficiel. S'il est intelligent, il est prétentieux. S'il est inspiré, il est racoleur. Et puis tu déroules. Si le récit est bien construit, il est prévisible. Si l'auteur a du style, c'est pour cacher qu'il n'a rien à dire. Voilà. Et puis tu peux t'en prendre à la longueur aussi. Ça fait toujours mal, ça. Tout est toujours trop long. Donc confus, pas maîtrisé. On comprend pas où l'auteur veut en venir. Est-ce que lui-même le sait, d'ailleurs, non? Et en même temps, si c'est maîtrisé, ça manque de folie. Et si c'est fou, c'est incohérent. Allez, on y va. On va s'en occuper du Nathan. Son désir de se venger des Doria, des Châtelet, des Louise, d'Angoulême, des Pommes de terre et du monde entier tint lieu à Lucien de conscience et d'inspiration pour assassiner l'œuvre de Nathan. Ce plaisir critique, sombre et solitaire, est comme un duel avec un absent, blessé à distance d'un trait de plume. Et malgré la facilité et la vulgarité de cet esprit moqueur, il est souvent bien accueilli par certains journaux. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Et nous parlerons en effet aujourd'hui, comme vous avez pu peut-être le deviner avec les extraits qui entourent notre générique, de Xavier Giannoli et puis du Rayon et des Ombres, sa grande œuvre de 3h15 sur la collaboration. Il était une fois en France. C'est exactement ça. Mais on va d'abord démarrer cette émission parce qu'on va pas faire une heure non plus sur du Rayon des Ombres, sur 2-3 petits films suivant le temps qu'on va se laisser pour ça, à commencer par le dernier film de Gus Van Sant. La corde au cou, Dead Man's Wire, reconstitution un petit peu d'un fait divers américain dans les années 70, d'un bonhomme acculé et qui en veut à un agent de près, hein, grosso modo, et puis qui va le kidnapper. Et en fait, moi, le film était pas mal, hein, mais je l'ai déjà un peu oublié, moi, très honnêtement. Mais par contre, j'avais vu, en fait, il y a quelques mois déjà, la sortie d'un nouveau film de Gus Van Sant annoncé, et je m'étais dit,
Tiens, c'est un bonhomme que j'avais oublié qu'il existait. J'avais complètement oublié Gus Van Sant en fait, et j'attendais absolument pas en fait la sortie d'un nouveau film de Gus Van Sant quoi. Et j'ai jamais particulièrement apprécié son cinéma. J'avais jamais particulièrement apprécié son cinéma en tout cas. Je lui en voulais même un petit peu quand même pour Elephant et pour certaines façon qu'il avait de faire en fait pour moi de reproduire des œuvres préexistantes, même si j'ai bien compris, c'est un truc qui m'intéresse de plus en plus quand même, que ça fait partie de son travail, cette question de reproduire. Il le fait lui dans ses films, il va reproduire, il prend Will Hunting et puis après il fait La rencontre de Forrester. J'avais déjà parlé un peu de ces trucs là dans de précédentes émissions, le meilleur exemple étant peut-être son Psychose, son remake plan pas plan de Psychose en fait, qui a plus sa place dans un musée d'art contemporain que dans un cinéma. Et ce qui m'a un peu intéressé quand je suis revenu du coup sur lui, c'est de me dire il est quand même capable de faire justement ces objets un petit peu énigmatiques entre guillemets, ou vraiment en effet qui rentrent dans le cadre de l'art contemporain, comme il était plutôt à l'aise, et je l'ai redécouvert du coup à ce moment-là dans des productions un peu plus non pas académiques mais en effet classiques ou en tout cas populaires, et j'ai eu le plaisir de revoir Will Hunting. J'ai trouvé ça super. J'ai pris un plaisir. Tu vieillis, mec. Je pense que cette émission risque d'assurer ce que tu viens de dire. En effet, je pense que je suis un vieux con. J'ai beaucoup aimé Will Hunting, un feel-good movie avec ce qu'il faut d'émotion dedans, du Elliott Smith. Je suis le public pour Will Hunting aujourd'hui, et la redécouverte d'un acteur merveilleux qui et qui est beau, et il faut le dire, et qui est beau. Et Jesse Plemons. Alors, Étienne Cadoret. Et Matt Damon, en plus scénariste, bien évidemment, comme il le sera d'ailleurs pour Jerry, que j'ai vu. J'ai enfin vu Jerry parce que je me suis dit, mais en fait, rien que la présence de Matt Damon, ça me suffit pour regarder un film aujourd'hui, parce qu'il est super. C'est un plaisir de le regarder en fait. Et du coup, j'ai regardé Jerry avec beaucoup de plaisir. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Étienne Cadoret ressemble énormément à Matt Damon et à Jesse Plemons. Si seulement, parce que Abel Ferrara, parce dans qu'on une interview, l'avait dit. On a quand même affaire du coup à un putain d'auteur. Il va falloir qu'on fasse une émission spéciale Matt Damon. On en fera des t-shirts aussi d'ailleurs, sans doute après. Mais il y a vraiment quelque chose à faire avec Matt Damon en tant qu'auteur. Et puis jusqu'ici, personne s'est. J'ai cru donc un jour, on va vraiment faire notre émission spéciale Matt Damon. Et donc voilà, j'ai en tout cas pu redécouvrir avec beaucoup de plaisir Gus Van Sant, même si j'aime qu'un film sur 3, clairement quoi. Et c'est vrai que tous ces derniers trucs, même Paranoid Park par exemple, non, c'est pas pour moi. Elephant, c'est pas trop pour moi, mais je comprends, je vois la démarche d'auteur, des questions qui restent d'ailleurs dans son dernier, et qui a dans Will Hunting aussi, c'est cette envie de filmer des outcasts ou des types qui se mettent en marge en tout cas de la société, volontairement ou non, et puis jusqu'où ça peut aller, voilà, c'est très intéressant, mais je préfère vachement Will Hunting à Dead Man's Wire. Voilà, c'était mon avis sur Dead Man's Wire, qui est voilà, ce que je te disais en antenne, j'ai beaucoup aimé la reconstitution, le petit grain numérique par IA peut-être de son film pour nous faire croire qu'on est dans les années 70. Et là encore, on a une reproduction, bien évidemment, la reproduction de la réalité, et il nous montre même des vraies images à la fin. Des vraies images à la fin, mais aussi, vu que le film a deux régimes d'images, à la fois le régime du film et puis celle des reconstitutions, des captations de reportages TV de l'époque, qui ne sont pas les vraies captations, mais en tout cas une reproduction. Oui, ça rentre complètement dans ce truc de voilà, je vais essayer de reproduire un petit peu ce truc-là. Bon, écoute, moi j'ai pas grand-chose en tout cas à rajouter, si ce n'est qu'à chaque fois je me demande à quoi ça sert, mais de me dire ouais, revois Will Hunting. Oui, mais et alors rencontre de Forrester aussi, il y a des chances, il y a des chances que vu que déjà je suis plus vieux que toi, c'est évident que je vais adorer, peut-être même vu que je suis plus vieux que toi, que je vais encore pousser mon admiration encore plus haut que la tienne, mais par contre ouais, j'arrive pas et je pense que ouais, le côté Will Hunting produit bien filmé, tout ça qui pouvait m'énerver, peut-être ouais, carrément, mais je vais regarder ça avec mon gamin sans problème. Et mais c'est vrai que là le côté par contre plus arty de Gus Van Sant, même si moi j'avais vécu une vraie expérience devant Jerry, j'avais plutôt beaucoup aimé, et Elephant m'avait laissé complètement froid, mais ce côté plus radical, formel, en tout cas formaliste, et puis
maniériste à fond, me laisse souvent froid, même si, encore une fois, je serais presque curieux de revoir quand même son Psychose. Mais c'est vrai que le côté maniériste m'énerve, et alors, là, clairement, dans ce film, moi, ça m'a parasité ma vision de voir cet entrecoupement de captation et tout ça. Je me dis, c'est super, tu as été capable de reproduire ça de façon très fidèle, mais je ne sais pas à quoi ça sert, et je ne vois pas en termes de discours ou de principes esthétiques, ce que ça peut amener de mettre un regard de ton récit, sa captation par la télévision, parce que en l'occurrence ça n'a pas l'air d'être le projet de vraiment donner de travailler vraiment cette idée, la réalité contre sa représentation et tout ça. Donc là je me dis juste oui, il y a un rapport un peu fétichiste à un certain régime d'image qu'il s'agit de reproduire. Moi c'est ce que je ressens à chaque fois. Je pense que t'as mis le doigt dessus. Je pense que c'est exactement le même procédé que celui de Psychose plan par plan. Oui, peut-être. C'est-à-dire que là ça fait partie de ces films, contrairement à Will Hunting par exemple, voire même à Jerry, Jerry lui est plus dans une suite contemplative à la Antonioni de Will Hunting, justement. On peut très bien imaginer, on en fait une soirée avec Will Hunting et on enchaîne avec Jerry, quoi. Mais par contre, là, on a donc je serais incapable de comprendre. Pour moi, c'est un peu comme si tu me parlais de la foi en Dieu, mais voilà, c'est de l'art contemporain, et en même temps, il tient à montrer sa capacité à mélanger cet art contemporain, cette installation de captation et de reproduction dans un schéma narratif et dans un produit, pour le coup, populaire et en fait et consommable. Ouais, je pense. Après, sans être un Andy Warhol, je pense que Gus Van Sant, il est dans cette conception-là pour certains de ses films, et pour d'autres non, quoi. Et même dans ses films, je sais que le dernier, l'avant-dernier, me semble-t-il, c'était Dark Waters. Il y avait Dark Waters. Non, ça c'était Todd Haynes. Mais il y non, avait Promised Land, Promised Land avec ce merveilleux Matt Damon, merveilleux acteur, mais qui était Jesse chiant. Plemons. Là, pour le coup, il faisait justement il s'était pas de. Oui, c'est ça. Et non, mais c'est marrant parce qu'en fait, quand il n'est pas dans la reproduction et l'art contemporain, il arrive aussi quand même on en à truc. Et je sais que Dark Water, m'avait fait l'effet de me dire des enquêtes un peu, des films complots des années 70. Quel est l'intérêt? Ce que pour le coup, Gus Van Sant ne faisait pas avec Promised Land. Il était plutôt ancré, il est plutôt marqué lui encore par une esthétique et un rythme des années 90 en fait, qu'on retrouve un petit peu dans ses films. Et dans le dernier encore, t'as un rythme des années 90 en fait, avec Gus Van Sant. Ce qui peut-être moi me fait que ça fonctionne. Je veux dire, je me suis pas fait chier devant le film. Je comprends, je connais bien ce rythme-là, quoi. Donc très bien. Todd Haynes, il l'a pas complètement en fait. Lui, il est plus en décalage, il est plus godardien presque. En fait. Ouais, peut-être. Après, Todd Haynes a fait des chefs-d'œuvre, mais peut-être pas Gus Van Sant, je suis pas sûr. Et on voit Will. Mais je reverrai Will Hunting. Mais je sais pas. Bon, on dit un petit mot sur l'autre film, parce qu'on a un lien tout trouvé. C'est ça. Voilà. Et avec Crime 101, avec donc Mark Ruffalo, qui ne joue absolument pas dans un film de Gus Van Sant, mais bien un film de Todd Haynes, Dark Waters, et qui malheureusement, Ruffalo, qui est un peu un acteur qui depuis quelque temps est la seule qualité des films dans lesquels il tourne quand même, quoi. Il est toujours assez alors Crime 101, c'est pas non plus une merdasse. C'est juste que c'est un film qui n'a aucun intérêt, je vais t'en laisser en causer, mais c'est pas complètement nul. Là, pour le coup, c'est pas de sa faute au petit Ruffalo, ni aux autres d'ailleurs. Si le type qui est derrière la caméra, il est bloqué dans ses références, en fait, et puis il est freiné, et il a pas grand-chose à rajouter, en fait, que ce qu'il a déjà sous la main, en fait, comme une IA. En fait, il peut pas créer pour de vrai. Il reproduit des choses qui Moi, sont... ça a été assez douloureux, parce qu'on parle évidemment d'un polar. Bon, on en a souvent. On n'est d'ailleurs pas les seuls à évoquer ça. À quel point, le Hit de Michael Mann a un peu tué le genre quelque part, ou en tout cas, il y a toute une sorte de lignée de polars dégénérés qui sont dans la lignée de Hit. Bon, après, il y a eu quelques bons film, moi je pense à Misanthrope de Damien Zifron, qui est quand même qui est plus sous influence Fincher, mais qui a une vraie patte quand même, et puis sûrement d'autres exemples, mais là qui m'échappent. Mais alors là, ce film-là, Crime 101, c'est quand même assez gênant. C'est troublant, c'est très très gênant. Sérieux, parce que là c'est plus de l'hommage ou du pastiche, t'as tout pompé, quoi, et puis ça va pas, quoi. La façon de filmer un personnage 3 quarts d'eau, de le suivre sur le tarmac, tu dis
sérieux, Ouais, tu ouais, croyais ouais. qu'on n'allait pas le voir avec La une note de santé maison en face par-dessus. de la mer, Putain. le truc de tes œufs et tout ça, et tu dis ouais non ça le fait pas, et enfin Oui, c'est mm, gênant un ouais, petit ouais, peu. ouais, c'est- Parce que tu te dis, on partage ouais. les mêmes amours. Tu sens que c'est un cinéma qu'il aime. Et Mm. il est honnête, je pense, il est sincère quand il filme ses personnages de cette manière-là, Mm. en sachant très bien qu'il a demandé à son chef-op de dire fais comme Michael Mann, d'un film qui a plus de 30 ans. Mm. Il y a des cinéastes on a aimé dans les années 90 ou avant, qui refaisaient des choses de gens d'il y a plus de 30 ans Ouais. aussi, parce que Mm. c'était oublié. Hit n'est pas oublié. Hit en tout cas pour nous, n'est pas oublié. Hit Mm. est bien ancré dans notre champ visuel. Mm. On s'est repéré quand le bonhomme est adossé face à la mer dans son appartement seul, qui pose son flingue et qui... C'est Hit, même si lui-même s'inspirait d'une Mais, peinture, oui, tout oui, ça, oui, oui, et, là, oui. et là, ça freine tout, et ça juste, c'est un album photo presque de souvenirs. Bah, c'est terrifiant parce qu'en fait il y a tout, c'est vrai que ça fait penser presque à un truc d'IA, dans le sens où effectivement pris par morceaux, le film en fait, moi il y a plein de choses que j'aime bien. Alors même au-delà des références, je pense que je trouve que c'est va bien interprété, qu'il y a une vraie présence C'est de propre, hein. Alberi, de Ruffalo, de Barry Keoghan, je crois, il me Ouais, semble, ouais, c'est qui est ça. un acteur qui a une présence assez folle. Il y a, Il fait son Billy Drago, il y a- un il y a- petit il y peu a- dans Les Incorruptibles aussi. oui, oui, oui. Mais les scènes d'action, de bagnole et tout ça sont plutôt correctes. Chris Hemsworth est plutôt correct aussi. Il y a- Lui-même qui vient de chez Michael Mann avec Hacker, Ruffalo qui Ouais. vient lui aussi Mm. de Collatéral. Il y a trop de choses là. Bien, quand même. ouais, Il y et a les les- références à Bullitt, à la voiture, Ouais. le cinéma, voilà, qui Et influence c'est- lui-même Hit. ouais. C'est-à-dire que Bullitt est une influence principale de Hit. Et là, du coup, voilà, on va faire se rejoindre Hit et Bullitt en fait. Ouais. Et donc voilà, il en veut. Je sentais bien, il voulait faire un film hommage et se faire rencontrer les deux dans une ère contemporaine. Mais voilà. Mais sauf que pas du tout, quoi, hein. C'est ça le problème, c'est qu'après voilà, on a plein d'éléments qui sont plutôt pas mal en termes de pure fabrication ou de production, d'interprétation et tout, qui sont vraiment solides, en tout cas qui correspondent à quelque chose d'assez agréable à regarder et séduisant, on va dire, et un scénario qui est pas si nul que ça, évidemment, mais en tout cas qui brasse des thématiques qui pourraient être intéressantes, et pour le Il se coup, base sur un roman, donc il a une ouais, base, tu oui, vois. oui, déjà, à la et base. puis ça peut être relativement intéressant, voilà, tout particulièrement les trucs dans la grande société, avec la vieillesse enfin, les 53 ans de la Oui, c'est carte. ça, Bon, ouais. il y a des choses qui peuvent être intéressantes, mais en fait, il y a à aucun moment tu sens que ça travaille en profondeur le film, quoi, que c'est juste une excuse pour faire du cinéma. Là, on est vraiment en face. Alors, c'est au-delà de Gus Van Sant. Là, Gus Van Sant, c'est très au-dessus par rapport à ça. C'est que là, on a vraiment affaire à quelqu'un, oui, qui ne rêve que de faire du cinéma, mais surtout pas de raconter, de filmer quoi que ce soit, quoi. Il veut faire un film qui ressemble à un film, quoi. C'est pas, surtout pas filmer quelque chose, quoi. Enfin, c'est terrible. Je te laisse 2 minutes. J'aimerais bien juste que tu nous expliques pourquoi, alors que tu n'aimes pas justement tu as pris du plaisir devant une comédie sociale anglaise. Ah oui, ouais, parce que c'est dans la vie, c'est bien le cynisme, une peinture acerbe du réel et tout ça, mais des fois on a envie de bons sentiments. Donc moi, I Swear, aka Plus fort que moi en VF, ce film qui est le remake des Virtuoses mélangé avec le remake de Billy Elliot et mélangé avec le remake de Full Monty, mais on enlève la fanfare, on enlève la danse et on transforme ça vers le syndrome de la Tourette. Et ben j'ai trouvé ça génial. Et comme j'ai vieilli, et ben maintenant je trouve avec ton que adolescente ce mode fils. de comédie sociale à l'anglaise que j'ai abhorré dans mes folles années de ma jeunesse, et ben maintenant je me dis quand même. Quelle sentez venir l'émission de vieux solidité con, là d'écriture. Non, mais c'est bien quelle- d'aborder ce quelle sujet-là juste émotion. avant qu'on parle des collabos. Exactement. Là, franchement, ouais, une belle. Et puis interprétation, en tout cas, toujours au top, hein, tout comme dans The Full Monty, Billy Elliot et compagnie. Non. Et Et en termes de honnêtement, mise en scène et esthétiquement, tu retrouves un petit peu justement des choses que tu en fait, ça m'a donné. Et je parle, en plus, c'est horrible parce que je parle sincèrement. Je me suis dit, bon, j'ai voulu faire mon intéressant quand j'étais jeune l'année dernière, parce que c'était l'année dernière, j'étais encore jeune, maintenant je suis vieux. Ouais. Et en
tout genre Dauban, toujours sur Billy Elliot, Les Virtuoses, Full Monty, j'en oublie d'autres. Hein. C'est des références qui sont déjà très Ça, c'est ceux 90s, parce qu'il y en a eu plein d'autres. Ceux-là, Voilà, c'est mais ça. en fait, nous, Parce on que avait maintenant, il y a eu craché sur We les- Want Sex Equality, il y en a eu plein, hein. Il y en a eu plein comme ça dans le même style. Mais donc, on fait son intéressant en C'est ce qui daubant un peu faisait, là-dessus. c'est ce qui faisait des entrées à l'Arvor il y a Ouais, 15 ou 20 tout à ans. fait. C'est ce Il qui- y avait c'est ce que les toutes les profs- semaines, on avait une comédie anglaise sociale. tout hein. le corps le corps enseignant des collèges lycées de France amène leurs élèves voir ça pour leur montrer de la haute culture et puis des films avec des vrais sentiments et une vraie problématique Et sociale. 2T dans Télérama. Et moi, j'ai toujours détesté ça. Maintenant, je me dis, j'ai eu tort. C'est vraiment bien. Et c'est vraiment bien. Et non, j'ai trouvé qu'à j'ai trouvé- non, j'ai fait mon en coming vrai- out sur Will Hunting. en vrai, Voilà. I swear, bah c'est super. L'acteur, il est mortel. Et surtout, quand même, le syndrome de la Tourette, c'est quand même trop rigolo. Et non, ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, que j'ai regardé avec mon fils, c'est que j'adore ce truc de moments d'émotion où tu sais pas si tu dois rire ou pleurer parce qu'en fait c'est tellement drôle comme maladie, c'est affreux, mais c'est tellement dur On de se pas moque pas. rigoler. Ouais, mais c'est ça. Mais là, de ça. du coup, tu te Mhm. moques. Exactement. c'est-à-dire, Ouais. Là, du coup, tu te moques des handicapés. Il le dit dans le film. Il le dit dans le film. Je sais très bien que c'est drôle ce que je fais et moi ça me fait chier. Mais oui, bah effectivement, t'étais dans la position du Non, mais spectateur. on l'avait pas encore fait Qui ça. regarde Là, ça. c'est bien. Donc Ouais. maintenant, voilà, Et on voilà. va se faire accuser de ça, de se moquer des handicapés. Il est temps de faire une pause avec des extraits qui vont mettre tout le monde d'accord et on se retrouve juste après pour parler du nouveau film de Xavier Giannoli. Il y avait beaucoup de magasins juifs ici dans cette Oui. rue, je crois. Oui. Alors oui. vous avez dû voir pas mal de choses. Eh ben, c'est-à-dire, oui, ils sont partis, hein, n'est-ce pas? Ils se sont exilés. Ils sont exilés, Ah. mais il n'y a pas eu d'arrestation. Aussi un peu partout. Oui, vous les avez vus. Hélas, oui. Oui. Dites-moi, au moment de la parution ce qu'on appelle les décrets juifs, il paraît que vous avez fait paraître une annonce à ce C'est exact. moment-là. C'est Ah bon? une annonce dans le Moniteur. Ah ben, vous êtes bien renseigné, Oui, monsieur. Oui, oui, C'est exact. oui. Figurez-vous, monsieur, nous étions 4 frères. C'est la réponse que j'ai faite parce qu'il me disait juif. J'ai mon nom qui est à consonance juif puisque je m'appelle Klein. Oui, Je suis oui, mais je suis catholique quand même. oui. Alors j'ai eu des inquiétudes, on m'a inquiété à ce sujet. Oui, Alors j'ai répondu, ayant eu 4 frères mobilisés, oui, et que ma foi j'étais français. c'est ça. C'est-à-dire que vous avez tenu vis-à-vis de votre clientèle, à ce moment-là, à dire que vous n'étiez pas juif. C'est exact. Oui. Mais pour quel motif? Ben parce qu'il s'avait paru que j'étais juif et puis qu'on arrêtait les juifs et puis qu'on était tous contre les juifs. Oui. Comprenez-vous? Mais j'ai dit, il n'y a pas de raison, je ne peux pas m'intituler juif du fait que je suis catholique. C'est ça. Moi, parfois, je me sens étranger aussi lorsque je suis loin de chez moi et j'ai envie d'écrier à une femme. Je n'ai pas changé. Je suis toujours ce jeune homme étranger qui t'a chanté des romances, qui t'inventait des dimanches, qui te faisait voyager. Je n'ai pas changé. Je suis toujours ce garçon un peu fou qui te parlait d'Amérique, mais n'était pas assez riche pour t'amener à Corfou. Et toi non plus, tu n'as pas changé. Toujours le même beurre fin léché, toujours le même petit sourire qui en dit long sans vraiment le dire. Non, toi non plus, tu n'as pas changé. J'avais envie de te protéger, de t'écarter, de t'appartenir. J'avais envie de te revenir. Mes amis,
Je comprends votre colère. Je comprends votre haine. Mais de grâce, méfiez-vous du cynisme. Méfiez-vous des solutions hâtives. Bon, bien sûr, je vois bien ce qui vous plaît dans le nazisme. D'ailleurs, qui pourrait vous jeter la pierre? Moi-même, parfois, il m'arrive de me fâcher. Mais êtes-vous sûr qu'il n'y a pas d'autre solution? Êtes-vous sûr que les enfants que vous étiez ont rêvé d'un monde comme celui-là? Je suis sûr qu'il y a encore un peu de ces enfants en vous. Et c'est à eux que je m'adresse. Et je voudrais leur poser une question. Une simple question. Et si le 5e Reich était plutôt celui de l'amour? J'espérais faire rêver ces nazis, je n'ai récolté que risée et colibert. Ça suffit! À l'instant, on a pu entendre avec beaucoup de plaisir, notamment un extrait de Papy fait de la résistance de Jean-Marie Poiret. Toujours bon, en effet, de se passer de Jean-Marie Poiret, de se rappeler de son existence. À l'instant, un extrait d'OSS 117 2 d'Azanavicius. Et juste avant, c'était le grand documentaire de Marcelo Fulz, Le chagrin et la pitié, sur la collaboration dont on cause tout de suite avec Les rayons et les ombres de Xavier Giannoli, qui n'avait pas fait de film depuis 5 ans, 6 ans, un truc comme ça. Oh, non, moins que ça. Bah non, Les illusions perdues. Ouais, il a fait une série entre-temps. Oui, mais Les illusions perdues, c'est un film qui est sorti il y a moins de 5 ans. Oui, il y a 5 ans. Mais bah écoute, c'est l'un des derniers. Bah non, c'est 2021. On est en 2026. La production. Bah écoute, c'est l'un des derniers films de Jean-François Stévenin, quoi. Ouais. Oui, ouais. Et c'est sorti, en tout cas, il y a moins de 5 ans. Je suis désolé, moi, ne pinaillons pas. Je pinaille pas, je dis juste que le type prend son temps pour faire des films, se renseigne, travaille, et un minimum exigeant. C'est là où je voulais en venir. C'est qu'on a affaire à un bonhomme qui prend pas les spectateurs pour des cons, qui s'intéresse à ces sujets, surtout quand il s'agit de parler de collaboration. C'est important, la collaboration. Et c'est peu traité au dans le cinéma français. Je te le disais avant qu'on démarre cette émission, je te mets au défi de me citer un top 5 de films sur la collaboration. Et je suis sûr que si tu fais un top 5, c'est les 5 films que tu connais sur la collaboration. Ouais, il y a du téléfilm, il y a du documentaire, la fiction s'en empare pas. C'est un peu comme la guerre d'Algérie. Alors que de la résistance, du film de guerre, voilà, ça tu peux en avoir bien. Et du collabo, t'en verras toujours traité de la même manière. Très bien, ça a été fait. Et lui, il fait un autre travail. Et moi, son travail qu'il fait m'intéresse parce que, comme je disais, je pense qu'il ne prend pas le spectateur pour un con. Je pense que là, encore une fois, je suis le public cible pour son film. Et je ne voudrais pas que ce soit mal interprété, je vais essayer de m'expliquer le plus clairement possible. Parce que tu es un vieux. Ça joue. Première chose, j'ai senti que j'étais vieux en allant voir un film de Xavier Giannoli de 3h15 sur un collabo et de ne pas me faire chier un seul moment et d'être intéressé par le film constamment. J'ai été intéressé par ce qui se passait. Et donc là, je me suis senti vieux. Déjà, tiens, l'histoire de France m'intéresse. Je suis vieux. Et tu t'es même pas levé pour aller aux toilettes. Je me suis même pas levé pour aller aux toilettes. Comme quoi, je suis peut-être pas si vieux que ça, il faut que je profite de ma deuxième jeunesse. Ça, c'est la première chose. En effet, il aborde un sujet peu abordé et moi j'étais content de me dire putain, c'est Giannoli et pas Antoniente qui traite la collaboration, quoi. J'aurais tellement envie. C'est pas vrai, je retire ce que je viens de dire. Je veux que Fabien Antoniente fasse un film sur la collaboration avec Didier Bourdon, bien évidemment. On est d'accord. Et s'il peut faire revenir comment il s'appelait notre acteur du Pacte des Loups, Samuel Le Bihan. Ouais, il faut. Et ben alors là, voilà, et ça sera direct sur France 3 un mardi soir, je suis devant mon écran. Mais non, est-ce que
on n'a pas affaire à une petite production, à un film du milieu ou quoi que ce soit. Non, c'est un des plus gros budgets français de l'année. C'est énorme. C'est une grosse production qui va aborder... Où est l'argent ? Moi, je sais où est l'argent. Franchement, sur 3h15, cette reconstitution-là, moi, je la trouve impeccable, sans être tape à l'œil. Bref, je vois très bien, et je sais que Monsieur Dujardin a pris un petit peu. Et c'est très bien. Tiens, j'y pense. Jean Dujardin, moi, je suis... ravi en fait que ça soit lui qui interprète ce personnage de Jean Lucher, c'est Lucher, hein, je dis pas de conneries. Donc pour tous ceux qui a été un grand collabo parce qu'il avait la puissance d'être un grand collabo, hein, patron de presse, une sorte de pré-Bolloré, qui va mélanger aussi des trucs. Bref, un type qui a de la puissance et qui a des grosses incointances avec Vichy et avec le gouvernement nazi. Oui, il avait déjà joué Sylvain Tesson dans un film, donc ça allait. Voilà, et alors ce qu'il y a, c'est qu'on utilise du coup cette figure de Dujardin qui, en effet, aujourd'hui, en 2026, représente la vieille France. Lui, il va jouer des OSS 117, d'autres personnages problématiques. Il va faire la Coupe du Monde de rugby et puis le Français avec le béret et la baguette sous le bras. Il représente une vieille France à la Serge Tesson, justement, peut-être un peu moins à droite que Tesson, lui, j'en sais rien. Mais lui, ce qu'il représente, en tout cas, pour moi, c'est cette vieille France qui sent un peu la naphtaline, où voilà, on a nos belles campagnes, notre bon pain, à tout ça. Cette bonne France qui n'est pas encore complètement tombée dans l'extrême droite et dans le fascisme, mais une France de droite quand même, nostalgique. Et il le prend, lui, pour jouer justement un type qui représente toutes les craintes de cette espèce de bourgeoisie contemporaine, où justement ces notables dont tu parlais, qu'on pouvait voir dans les films dont tu parlais en antenne, du coup les gens ne comprennent pas. En antenne, on a parlé des notables dans les films, notamment des années 70, comment ils pouvaient être traités dans le cinéma. Aujourd'hui, je pense que ces nouveaux notables, ils ressemblent plus, ou en tout cas ils se sentent représentés par quelqu'un comme Jean Dujardin, qui n'est pas dans l'extrême droite, mais qui est dans cette nostalgie de la vieille France, et puis dans cette respectabilité, ce patriotisme un petit peu, quoi. Et là, on le montre sombrer, ce personnage-là, justement, dans ce qu'il y a de plus abominable. Mais, et c'est ça qui me plaît aussi beaucoup dans le film, le grand mais d'ailleurs, c'est que je pense qu'il faut avoir une sacrée boussole morale pour rentrer et pour appréhender les rayons et les ombres. On n'est pas encore dans du Verhoeven, il ne nous fait pas un objet à la Starship Troopers, mais il n'empêche qu'il choisit donc quelqu'un, un acteur, et il nous présente ce personnage comme quelqu'un de charmant. Et on a affaire à voilà, et c'est ça qui pose problème, je pense, à beaucoup de gens de gauche qui ont du mal, qui ont du mal avec le fait qu'on s'attache ou qu'on soit ému même par ce personnage qui est abominable, sans que le réalisateur nous assène à longueur de film que les nazis sont méchants, que la collaboration c'est mal, ou qu'il ne faut pas être antisémite. Grosso modo, on manque, contrairement à... Enfin, on manque. Il n'y a pas dans le film, en tout cas, contrairement aux Illusions perdues, son précédent film, de vraie boussole morale dans le film. Donc c'est au spectateur de venir avec sa vraie boussole morale. Et moi, je débarque avec une boussole morale que je trouve plutôt costaude. Je sais, les nazis, non, c'est mal. Parce que t'as vu Indiana Jones. Voilà, c'est ça. Non, mais ouais, c'est important. C'est important de le dire. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, Indiana Jones, on puisse le faire. Tiens, juste, un nazi, c'est un méchant. Non, faudrait expliquer pourquoi il est méchant. Il y a un peu de ça quand même. Non, voilà, un nazi, c'est méchant. Un collabo, c'est mal. C'est méchant, même. Voilà. Il y a tout un tas de choses. Les antifascistes, tout ça, machin, c'est bien. C'est pas des fascistes. Faut faire la distinction entre les deux. C'est pas pareil, un fasciste et un antifasciste. Enfin, il y a des choses comme ça. Moi, je débarque devant le film avec ce truc-là. Et justement, de voir ce personnage avec sa relation ambiguë, voire carrément problématique avec sa fille. Et pendant voilà, ça, je vois le film avec beaucoup d'intérêt. Qu'est-ce que ça me raconte justement d'une France bien pensante qui se pense même de gauche, comme c'est le cas de ce personnage, et qui sombre dans ce qu'il peut y avoir de pire. Et ben ouais, en fait, il a trouvé pour moi le bon créneau, le bon moyen, lui et son merveilleux scénariste,
Et ils ont trouvé le bon créneau. Et je dis merveilleux scénariste parce qu'il ne faut pas oublier donc, du coup, que le petit Jacques Fiechy ou Fiecki, j'ai toujours un doute, c'est pas n'importe qui, c'est notamment un bonhomme qui a commencé à travailler avec Piala sur À nos amours et Police, si je dis pas de bêtises, et surtout sur Un cœur en hiver avec Sautet. Et donc le type fait quand même plusieurs films avec Sautet et Piala, donc il a le cœur bien accroché. Il a bossé avec Jaco aussi. Hein. Voilà, ouais, non mais ce que je veux dire, qu'il a bossé avec le doyon. Tu peux pas dire des avec Weinstein aussi. Forcément tout de suite. Sauf que moi je voulais revenir sur il est aussi dans l'Epstein Files. Et je te laisse dire tout le mal que t'en veux du film après. Mais du coup, ça, tu vois, ce rapport au personnage qui moi m'intéresse beaucoup me fait penser vachement à Un cœur en hiver. Car en hiver, on a affaire à un personnage qui a un handicapé émotionnel, qui n'est pas capable de ressentir de l'amour, mais qui va... Et c'est pas du cynisme qu'il a dans Un cœur en hiver, on en avait déjà parlé aussi dans une émission spéciale, mais c'est autre chose, et c'est une autre façon d'aborder le bien, le mal, les émotions, les sentiments. Voilà, il a déjà travaillé là-dessus, le petit Jacques. Et là, on a affaire à un personnage similaire, et je parle toujours du personnage parce que le film présente vraiment son récit très romanesque comme des souvenirs et comme la vision de la fille de Jean Luchère, avec tout ce qu'il peut y avoir de désordonné aussi, et puis justement cette fascination pour la figure du père. Mais on a affaire à un personnage qui, une nouvelle fois, et il sombre pas exactement dans le cynisme. Il est sans doute lâche, il est sans doute énormément de choses, mais il y a une forme de handicap émotionnel encore dans ce personnage qui, moi, me ramène à celui d'Auteuil dans Un cœur en hiver, sans être évidemment aussi précis et impressionnant que dans le film de Sautet, mais j'y retrouve quelque chose. Et la mise en scène, pour moi, elle accompagne complètement justement cette vision, ce point de vue de l'action. Et j'étais content qu'un film comme ça, aujourd'hui, en plus, avec justement les troubles qu'on connaît dans notre pays, en fait, que ce film-là arrive, je pense que c'est exactement le bon moment. Ouais, bon, moi, écoute, moi j'ai trouvé ça nul. Assez. En plus, moi, je me suis un peu fait chier. Bon, là, c'est un pur ressenti des spectateurs. Après, je vais essayer d'être un petit peu plus précis, même si j'y arriverai pas forcément, parce que j'arrive pas à mettre le doigt exactement sur ce qui m'emmerde. Après, il est gênant, il est problématique ce film, et tout est pas parfait. Ouais. Je crie pas au chef-d'œuvre. Mais je pense, par contre, moi aussi, je me suis posé la question parce qu'effectivement, j'ai un peu l'impression, en tout cas, d'avoir passé une bonne partie de ma vie de spectateur, cinéphile, en tout cas, à valoriser justement cette idée des personnages ambigus. Évidemment, c'est un truc qui nous vient aussi de premier amour cinéphile du cinéma américain des années 70, ou qui d'un coup a valorisé des personnages un peu plus ambigus. Évidemment, si on pousse ce truc de l'ambiguïté, on arrive à cet extrême, en tout cas du cadran du cadran de la carte du cinéma. Ça serait Verhoeven qui arrive à filmer des personnages complètement abjects, et puis de te mettre dans ta position de spectateur où tu es obligé d'avoir une boussole morale, évidemment. Donc moi, je valorise plutôt ce truc-là. Et ça fait en fait 3 jours, j'essaie de me rappeler de la dernière fois où j'ai ressenti la même chose que là-dedans. Je me dis, oh la vache, l'ambiguïté est en train de devenir un académisme, en fait, est en train de devenir que je vois bien que il y a une génération de cinéastes qui arrive, qui est relativement proche de mon vieil âge, qui elle-même a grandi probablement avec les mêmes films que moi, et pour qui l'ambiguïté est devenue une vertu cardinale, et qu'il faut absolument la préserver dans les films, que c'est devenu un projet en soi, et qu'il faut c'est un projet en soi. Et j'arrive pas à me rappeler l'autre film, mais de là à parler d'académisme, c'est-à-dire que ça soit une nouvelle vague ou quelque chose, ou une norme, mais pas un académisme. Alors pour moi c'est un académisme dans le sens où je me dis, pour moi il y a le projet du film, c'est ça. J'arrive pas, si ce n'est au-delà. Moi, je ressens pas l'ambiguïté. Pour moi, le mec, c'est un vœu. Voilà. Bref, je m'en fous. C'est un crevard de jouisseur, machin. Moi, à aucun moment. On a un récit à la Scorsese aussi en même temps. Peut-être, mais évidemment, Scorsese, je revoyais le tout ça. Il y a un truc comme ça aussi chez Scorsese. Avec d'autres problèmes que ça, mais ça reste une des références aussi, je pense, de Giannoli, comme beaucoup de sa génération, comme beaucoup de cinéphiles de toute façon. Et bref, en tout cas, quand tu parles d'absence de boussole morale, pour moi, il y a un truc sur lequel ce film me paraît un peu moisi, mais dans le sens moisi, pas
moisi idéologiquement, mais presque moisi, genre comme un vieux meuble qu'on aurait sorti d'un grenier, qui me fait penser à ces trucs, ces vieux trucs français, des trucs de Claude Berry et compagnie, des vieilles reconstitutions et tout ça. C'est que pour moi, c'est un film qui est vraiment filmé au passé, quoi. Enfin, qui est vraiment, quand tu dis il n'y a pas de boussole morale, à aucun moment le film nous dit que le mec il est méchant et tout ça. En fait, il a tellement un surmoi historique tellement important, il filme tellement du passé en disant regardez, vous voyez ce personnage de Collabo, vous savez que c'est un méchant parce que c'est un Collabo, que ce point de vue il est presque absent de son film en tant que tel, mais il est là. Enfin, c'est une sorte de surmoi qui fait que son film, il est surplombé de ce regard-là qui est presque qu'il ne prend pas en charge cinématographiquement. Je pense que je suis pas très clair là-dessus. Non, mais je pense que c'est un film. Enfin, il multiplie aussi beaucoup les mises à distance, quoi. Il y a cette mise à distance pour moi là qui est vraiment peut-être du ressenti de ma part, où je me dis oui, effectivement, c'est un film qui tu le montres à quelqu'un de complètement étranger à l'histoire, il comprend rien parce qu'en fait tu peux même pas savoir limite que les juifs sont exterminés, que des gens sont torturés, tu peux même pas le savoir dans le film, que tu sais pas ce qui se passe. Donc c'est vraiment tu le sais parce que tu as ce bagage historique là. La deuxième mise à distance la plus évidente, c'est évidemment le fait que c'est un film qui est narré, qui est par la fille de Jean Luchère, et qui fait son podcast dans sa piole là, et qui instaure déjà une subjectivité et puis une distance par rapport à ce qu'on voit. Moi, j'ai l'impression de voir un film qui se déroule dessus. Moi, à aucun moment je ne ressens un tiraillement intérieur du personnage, ça c'est sûr. Je l'ai pas senti non plus. J'ai pas senti le tiraillement, moi en tant que spectateur, entre un truc, ou si ce n'est de façon extrêmement grossière. C'est-à-dire que moi, il y a un truc pour le coup, que je mettrais vraiment au discrédit du film, totalement, c'est que le film me paraît chercher de façon assez grossière des mécanismes identificatoires sur la souffrance du mec par rapport à sa maladie, quoi. Ouais. Et je me dis, mais le film accorde quand même une grande importance à ça. Alors, j'ai l'impression qu'en plus, le film en a conscience, donc il drape ça derrière une sorte d'allégorie, enfin, c'est-à-dire que c'est la fameuse pourriture intérieure, pourriture morale qui devient une pourriture intérieure, machin, donc c'est signifiant, machin. Bon, moi, c'est lourdeau dans les deux cas, c'est lourdeau dans la métaphore et c'est lourdeau dans le, on va dire, dans ce mécanisme identificatoire qui fait que je vais faire suivre une vraie merde, enfin humaine, quoi, enfin pas une merde humaine, veule quoi. Il est régulièrement, il revient, il redevient attachant, en fait, attachant, charmant. Ouais, mais moi je trouve pas, je le trouve à aucun moment vraiment charmant. Je trouve que c'est encore une fois un film qui, je trouve qu'il fronce un peu les sourcils, quoi. Et charmant comme peut l'être un personnage comme Travis Bickle, je veux dire. Ouais. Il est pas charmant dans le mode il va te séduire, mais charmant dans le sens où l'identification, malgré tout, en tant que spectateur, elle fonctionne, en fait, parce que, comme le dit le procureur Toretton à la fin du film, qu'est-ce que je ferais dans cette situation-là, en fait? Et toi, en tant que spectateur, pose des questions. Moi, régulièrement, c'est ça qui m'a aussi intéressé, pas plus, mais en tout cas intéressé au long du film. Et du coup, il me flingue avec son réquisitoire final, Toretton. C'est toutes les questions que je me suis posées sur 3 heures de film. En 30 secondes, Toretton fait son réquisitoire, et toutes les questions que je me suis posées, mais non, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, clairement, et je vous le répète si vous l'avez pas compris pendant le film, c'est que vous avez, il y a l'histoire de cet homme, c'est une chose, mais ça n'empêche pas que c'est une grosse merde. Ouais. C'est une grosse merde, et n'oubliez pas ça, en fait. Vous vous êtes attaché à un personnage, vous avez vécu avec lui, toi tu l'as pas vécu. Soit, moi je l'ai accompagné, en tout cas ce personnage-là, ces deux personnages-là, pendant 3 heures, parce que c'est pas uniquement le personnage de Jean Luchère, sa fille aussi, j'y reviens tout de suite et après je te laisserai finir si tu te rappelles de ce que tu voulais dire, mais voilà, ce sont des grosses merdes, et elle, sa défense quand même pendant tout le film, où à chaque fois qu'elle doit se défendre de j'étais pas au courant et c'est parce que c'était mon père et j'ai fait ce qu'il me disait, c'est grosso modo, il reprend la défense des soldats nazis au procès de Nuremberg. Ben non, mais on a respecté les ordres, on a fait ce qu'on nous demandait de faire, et elle a fait la même chose, et donc voilà la condamnation, 10 ans. Bref, donc voilà, en termes de moralité et en termes
de politique même de ce que représente le film, moi je suis plutôt content. Et encore une fois, c'est parce que je pense qu'il ne prend pas les spectateurs pour des cons. Tu dis, en effet, on ne voit pas le reste. On n'est pas non plus dans Marie-Antoinette de Coppola, dans un film sous cloche, mais en effet, à aucun moment on ne voit la misère de l'occupation, on ne voit les meurtres, les déportations, on évoque tout ça, ça reste du hors-champ. Et pour moi, c'est faire confiance aussi au spectateur et à son intelligence, en fait. On sait que ça arrive. Et c'est pour ça que le film m'a plu, je pense, hein. C'est que j'avais l'impression quand même d'avoir affaire à un cinéaste qui me montrait un film et qui me prenait pas pour un con, qui me demandait aussi un certain effort, en effet, de remplir les blancs, peut-être, de voir tout ce qu'il n'a pas montré. Tu vois, par exemple, il ne montre jamais, par exemple, le reste de la famille. Il y a 2 autres enfants, il y a une femme, on les voit jamais, ça n'intéresse pas. Bien sûr. On a affaire, mais c'est un film qui, effectivement, a son focus et tout ça, qui peut correspondre à son mode de narration qui est très, qui est porté par la fille qui raconte, effectivement. Pourquoi pas, voilà, très très bien. Mais ceci dit, voilà, même si on a cette focalisation-là, ça ne l'empêche pas d'avoir quelques mécanismes ou trucs dramaturgiques identificatoires, moi, qui me paraissent vraiment très grossiers et qui vont un peu à l'encontre de ce que tu dis sur voilà, je laisse toute la place au spectateur. Non, moi j'ai l'impression que même le début du film, la façon dont les pseudo résistants, ou plutôt les simili les résistants de la dernière heure ou je sais pas quoi, qui cassent la gueule de la nana, ceux après qui vont aller l'humilier mais est-ce que tu as souvent vu ça au cinéma, toi, les résistants de la dernière heure? Moi j'y ai pensé. Non, bien sûr. Non, mais pourquoi le cinéma français s'est pas emparé bien sûr, de ça? Ça c'est une autre question. Effectivement, moi je pense qu'on sait qu'il y a un vrai problème en France là-dessus sur filmer ça. Hein, voilà, il n'y a que la traque, mais c'est pas précis, mais la traque c'est ça, quoi. Oui, la traque est payante. Non, mais tu vois, il y a des films de ce genre, d'exploitation des années 70. Il y a beaucoup de films, il y a beaucoup de films qui peuvent parler de ça de façon déviée et tout ça, mais on sait que la France a un problème avec son histoire, donc il ne filme pas ça, évidemment, quoi. Moi, après le truc où ça m'est revenu il y a pas longtemps, on me dit oui, c'est quoi le film qui pourrait être intéressant là-dessus, c'est peut-être Black Book de Verhoeven, qui effectivement ne traite pas de la collaboration française, parce que c'est un cas unique, hein, quand même, mais qui se passe en Hollande, mais sur un personnage relativement similaire, mais de juive qui va s'en sortir en se liant d'amitié avec les nazis, quoi, tout simplement, et qui nous pose dans une situation morale aussi un peu compliquée, parce qu'elle a aucune solidarité avec les opprimés, quoi. Elle essaye en tout cas de s'en sortir un peu de la même façon, de le même mécanisme que ce type-là, qui veut préserver son mode de vie un peu comme ça. Mais bon, voilà, moi je trouve que le film je trouve extrêmement scolaire, mais c'était déjà le cas. Et il y a un autre truc qui me fait dire que c'est vraiment du film, en tout cas filmé au passé, c'est-à-dire avec distance, c'est que c'est toutes les petites phrases et tout ça qui sont vraiment des références à ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Et je me dis, dans Illusion perdue, voilà, et dans Illusion perdue, il y a ça, et déjà il y en a beaucoup moins, quand même. Je suis partagé toujours avec ce type-là en disant c'est très bien, en France on a quand même des artisans solides qui font des spectacles qui sont pas nuls à chier, voilà, et qui ont un peu de concept sous le capot, quoi, on va dire. Mais ça, je suis d'accord. Mais ceci dit, je trouve ça vraiment, vraiment scolaire, de la même manière que je trouvais les films de Berry scolaires ou d'autres trucs. C'est pas du niveau vraiment de Berry, quand même. Non, peut-être pas, parce que là ce qui m'embête beaucoup plus dans le rayon Les Ombres, par rapport d'ailleurs aux Illusions perdues, qui est beaucoup plus classique, parce que c'est balsacien, que c'est des modes de narration beaucoup plus Ils ont perdu, c'est Les Affranchis, et puis là c'est Raging Bull. C'est pour moi, là il y a une volonté d'aller flirter avec une idée qui est plus celle du cinéma moderne, d'aller chercher un personnage complètement de freiner a priori tous les mécanismes identificatoires, mais pour aller chercher ça. Je pense à Raging Bull et Scarface, en fait. Parce que l'autre film c'est Lucien, mais
évidemment qu'il y a la séduction. Et même moi, je trouve que là-dedans, même quand il filme les fêtes avec les nazis, je me dis c'est timide. Il le filme au passé, il le filme pas comme tu dans vois, Black j'ai pu Book penser où, aux damnés, quoi. J'ai pu un moment penser que quand il y a vraiment ça part en cacahuète et que il fait les mêmes séquences dans Les Lions perdus. Je sais pas s'il en fera un troisième, s'il fait une trilogie comme ça sur scorsésienne un petit peu française, mais moi il y a des moments où je me dis oui ça m'a donné envie de revoir les damnés que j'ai pas vu depuis 20 ans de Visconti, mais voilà sur cette la fin de cette fange nazie en France et ailleurs en Europe, comme sans parler de Pasolini et des Sauvageries de Sodome, mais franchement il le représente plutôt bien cette décadence mais en fait moi je pense que c'est un cliché ce truc là, c'est un truc que tu trouves évidemment dans Salo, c'est un truc que tu vas trouver chez Visconti, c'est un truc que tu vas trouver dans d'autres films, cet aspect les fêtes décadentes et tout ça toujours, on n'a pas et vu que tu vas trouver dans la même. Nazisploitation aussi, mais qu'on n'a pas, qui est oublié, qui n'existe plus. Bien sûr, on n'a pas vu depuis aujourd'hui. longtemps, mais qui est aussi une façon un peu étrange et un peu complaisante de satisfaire du spectacle de ces fêtes-là, mais tout en mettant une distance. Et puis il y a un truc beau et séduisant dans la décadence. Je pense. C'est là que je parle de la boussole morale est importante. Ouais, peut-être, mais en fait, moi je me dis que même dans les fêtes qu'ils filment, je me dis en fait c'est terrible ce que je veux dire, mais je me dis mais en fait les fêtes, je suis sûr que les mecs ils s'amusaient bien là dans les fêtes, on dirait ils savent qu'ils sont en train de crever, les mecs mais cette décadence ils profitent de leurs derniers instants, mais c'est des monstres mais en 42 tu vois ils étaient en plein truc de leur pouvoir et t'as l'impression qu'ils se font chier parce que c'est filmé quand même avec ce truc du passé où genre attention il faut pas trop séduire avec ça, alors que les mecs ils s'éclataient. Et je pense que dans Black Book je pense que je vois tout de suite Verhoeven dans les fêtes avec les nazis, il dit non mais là vous vous amusez quoi, vous n'êtes pas obligé de prendre un air emprunté, là vous vous éclatez les mecs. Il y a la fierté, on montre, il y a ces fêtes là en fait dans le film, il y a ces fiertés, mais par contre ils sont vus depuis un autre point de vue, celui de cette jeune fille, mais qui jeune actrice qui découvre que non. Ça insiste vachement là-dessus. Non, pour moi, sur 3h30, justement, j'ai pas trouvé ça appuyé. Tu vois, de temps en temps, il me le rappelait, quoi, parce que j'avais oublié qu'il était en train de crever, justement. Il m'avait fait oublier qu'il était malade régulièrement dans le film. Il faut rappeler qu'il dure 3 heures, plus de 3h15. Et il me le fait oublier régulièrement et de temps en temps il me le rappelle. Ouais, au fait, regarde, il est pourri de l'intérieur et en même temps c'est une maladie. On va pas se reprocher aux gens d'être malades, mais en effet ça représente quelque chose de son intérieur, en effet, qui est un peu moisi, mais qui est un type qui ne le fait pas par conviction, qui le fait en effet sans doute par vénalité. Ça il le contredit jamais, en tout cas. C'est une chose sûre, il y a une grande part de vénalité dans ses actions. Et à côté de ça, on nous représente le film, c'est un choix aussi quand même du point de vue de sa fille, qu'il le voit en effet comme un papa avec qui elle a une relation très problématique. Vraiment, il y a des séquences, déjà le fait d'isoler, de ne jamais voir les autres enfants de cet homme, ni sa femme, et qu'ils aient leur relation à eux, et qu'ils s'accueillent à la gare ou ailleurs, comme un couple, qui soit présent quand elle se découvre femme, et qu'elle fait ses essayages de robe et qu'il la regarde vraiment comme il regarderait n'importe quel. Il y a une relation vraiment très très ambiguë entre les deux. Et tu vois, ça crée quelque chose, encore une fois. Ça, par exemple, cette relation-là, jamais elle est expressément dite par un autre personnage ou par quelqu'un dans le film, quelque chose, comme si c'était problématique. Ça, c'est à toi, en tant que spectateur, de te dire, là, non, mais en désolé, quoi, ouais, mais moi, je trouve en quoi c'est le sujet. Pour moi, ça me paraît correspondre complètement au truc de la Nazisploitation, qui a complètement, voilà, il y a des films que j'aime bien, mais évidemment que c'est pas des chefs-d'œuvre, c'est des curiosités, mais qui préfigurent, voilà, les nazis comme un monde décadent. Donc ça veut dire avec tout, quoi, les amours homosexuels, lesbiens, le SM, la conscience qu'on va mourir. Tu peux pas comparer les homosexuels et l'amour entre un père et sa fille. Tu n'as pas le droit de faire ça, Antonin. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est quand même, c'est devenu un cliché de l'imaginaire un petit peu
enfin, de l'imaginaire qui pouvait entourer les nazis. Il y a une vraie projection sexuelle là-dessus. Et c'est pour des gens qui ne vont pas bien, pas chez nous. Hein. Oui, évidemment. Moi, je suis un adulte responsable, mature et tout ça. Mais il y a quand même une façon, il y a quand même tout un cliché qui enrobe ça, mais dont fait partie Indiana Jones avec le mec qui te sort un cintre, qui devient un nunchaku, qui devient un cintre et tout ça. Ça véhicule toute une sorte d'imagerie. Et je pense que mais le là, film... on n'a pas ça dans Les Yeux sont perdus pour moi, tout le côté décadent qu'il y a dans le film là, et tout ça, je me dis, c'est tellement filmé lointainement et toujours en lien avec des gens moi qui j'ai sont en train pensé de à la mourir. Polonie, à certains plans, j'ai pensé à des choses comme moi, ça. J'aurais en bien fait. aimé penser à ça, mais moi, je me suis dit... oh là là, toutes les fêtes où ils sont, j'ai pas envie d'y être. Je dis pas que mais enfin, si, je pense qu'il aurait fallu filmer pour que ça soit vraiment, pour questionner vraiment la boussole morale, il faudrait te dire, ouais, putain, je fais des fiestas de feu de Dieu. C'est peut-être là où le film, et on va s'arrêter là-dessus, a le cul entre deux chaises. C'est qu'en effet, la boussole morale, c'est celle de cette fille, en fait. On est de son point de vue. La boussole morale... Elle n'en a pas. Hein. Et elle en manque, parce qu'elle a du coup été éduquée par cet homme. Donc c'est là que l'écriture, je trouve, est assez brillante en termes de construction. C'est-à-dire qu'en effet, on triche sur la boussole morale via ce point de vue et cette représentation d'un personnage via voilà. Et là... Et la petite nuance qui, moi, m'intéresse beaucoup. Ça reste un truc, en effet, peut-être un peu... Mais je suis toujours intéressé par de quel point de vue on montre le film et comment raconter l'histoire. Et on pourrait faire une émission entière sur Vertigo de Hitchcock, sur de quel point de vue est montrée l'histoire et qu'est-ce que ça raconte pour de vrai. Et est-ce que la deuxième partie n'est pas complètement imaginée comme dans Et une fois en Amérique. Et tu vois, c'est des choses comme ça, en fait. C'est-à-dire que Hitler aurait gagné la guerre. Attention de ne pas faire de raccourcis. Mais voilà, et donc du coup, c'est toujours nuancé. Mais je l'ai entendu, Giannoli, se défendre suite à des polémiques. On va entendre un extrait de Illusion perdue pour terminer cette émission qui évoque ce problème d'ailleurs. Parce que des historiens lui ont reproché en effet de faire des raccourcis et de transformer les dates de la réalité. J'avais l'impression d'avoir les mêmes débats que pour la sortie du biopic de Bob Dylan avec les fans de Bob Dylan qui disent mais c'est pas à ce moment-là qu'il a fait cette citation-là, c'est pas à ce concert-là qu'il s'est fait traiter de Judas, vous faites n'importe quoi avec la réalité. Les historiens et les fans de Bob Dylan, c'est vraiment des gens qu'il faut pas faire chier quoi, parce qu'ils te suivent à la trace quoi, et t'as pas intérêt à faire une connerie. C'est des nazis quoi. Et à chaque fois de retomber sur le même discours pour se défendre, celui de Giannoli, c'est une œuvre de fiction, on a écrit, on évoque un vrai problème, et là d'un coup, en effet, la France a mal, et en plus il est un peu trop présenté comme un homme de gauche au départ. Et bah oui, il a commencé comme ça dans un parti de gauche pacifiste, et puis même s'il n'est pas resté longtemps, hein, voilà, mais ça part vite de partir du PS pour aller à l'extrême droite, ça va très très vite en fait. Et il parle de ça en fait, le film. En fait, c'est ça le film. Il te dit de comment t'es quelqu'un du PS et t'es un collabo. Manuel Valls. Allez hop. C'est un biopic en fait. Les Rayons des Ombres, c'est un biopic de Manuel Valls. On va se quitter là-dessus parce qu'il est temps. Merci à vous de nous avoir écoutés. L'émission est diffusée avant ou après la mini-conférence qui aura lieu à l'Arvor. La mini-conférence, non, la giga conférence. Avec trop d'invités, pas du tout. La convention. Donc vous écoutez cette cinéphile. émission, voilà. Et ben vous l'avez raté, comme moi. Non, vous ne l'avez pas raté. Vous avez le temps de prendre votre billet pour Rennes. C'est le 25-26 avril. Vous pouvez venir. Étienne ne sera pas là. Il sera à une convention des fans de Matt Damon. On choisit à Las Vegas. On choisit nos combats dans la vie. Et vous pourrez avoir des tas de choses bien. Bon, de toute façon, les programmes, c'est sur les internets. Vous avez l'occasion de voir RRR sur grand écran déjà, et puis plein de première super française. Ça va être extraordinaire avec des tas d'invités cool, des tas de DVD et Blu-ray pas chers. Et voilà, ça va être super. Voilà, super. Je suis ravi pour vous. Amusez-vous bien pendant cette mini-convention. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cette émission comme toutes les autres, bien évidemment, ou quasi sur le site de Canal B ou sur la chaîne YouTube du Cinéma est mort. Et puis les liens sur tous les réseaux sociaux que le docteur utilise, bien évidemment. On se quitte avec un extrait d'Illusion perdue de Xavier Giannoli, dont le film Les Rayons les Ombres est toujours à l'affiche à l'Arvor notamment. Ouais, je dis pas ça parce que le patron participe à cette émission. On ramasse plein de caillasses avec ça. Merci Antonin, merci moi, à vous. Aucun problème. À très bientôt. Du moment qu'il y a de la caillasse, je collabore. Ciao. Bisous.
Mais le livre est bon, Doria, il va se vendre. Les premières critiques sont même excellentes. Oh, parlons-en des critiques. Vous faites payer 150 francs la bonne critique maintenant? Mais on va aller jusqu'où comme ça? Faut bien vivre. 150 francs. Une bonne critique, ça se paye. Oh, mais vous calculez ça comment? Au pif? Enfin, la parisienne? Et maintenant, vous allez me demander combien pour lancer Nathan? Combien? Et il est où, celui-là, le divin enfant? Je suis là, mais justement, t'avais promis de tirer 4000 exemplaires dans mon roman et maintenant on me dit que tu refuses de payer les frais de publicité. Ça sert à quoi, Doria? Non mais qu'est-ce que tu me chantes? J'ai payé Lousteau 200 francs pour un article à ta gloire dans son canard à la noix. Oui, Lousteau. 200 francs pour être en première page. Vrai ou faux? Et Blondet alors? Blondet, tu devais payer Blondet en premier au Figaro, qu'il m'attaque et lance une polémique. Là, pour l'instant, aucune polémique, rien du tout. Je fais comment sans polémique? Mais dites-moi comment on fait aujourd'hui pour vendre un livre sans polémique? Il a raison, moi j'attendais l'attaque dans le Figaro, sinon je peux pas écrire mon article. L'escroc. Doria, il a même pas ouvert le livre. Mon cher Nathan, vous savez comme moi que quand on doit écrire la critique d'un livre, il vaut mieux ne pas le lire. Sinon ça influence. Ce bon mot n'est même pas de lui, c'est de Chamfort. Et alors, c'est l'esprit français que je défends. L'esprit français, vous pourriez le défendre en écrivant autre chose que ces petits articles. Il vaut mieux un bon mot plutôt qu'un mauvais livre, vous ne pensez pas? Allez, on avance, mes enfants, j'ai faim.